À Média en scène, j'invite tout le monde à faire un vœu à 11h11. Si les gens sont superstitieux, peut-être un vœu d'habiter ensemble, d'habiter en commun, de créer du lien les uns avec les autres. C'est ce qu'on essaye de faire depuis ce matin à Média en scène, créer du lien autour des problématiques du numérique qui sont multiples et complexes. J'ai la chance d'accueillir sur cette scène Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de chez Vivendi. Bonjour. Et Didier Siamour, qui est journaliste et également responsable éditorial de Média en scène depuis le début et aussi pour cette 4e édition. Didier, c'est vous qui allez entamer les échanges jusqu'à, je vous donne un petit timing, pendant 25 minutes et après on accordera les 5 dernières minutes aux questions de l'auditoire et du public. Eh bien c'est parfait, merci François, merci à vous. Bonjour, Arnaud de Puyfontaine, on est ravis de vous accueillir à Média en scène pour venir nous parler du groupe Vivendi, un groupe qui occupe beaucoup l'actualité, la une de l'actualité depuis plusieurs mois. Alors, entrée en bourse d'Universal Music, acquisition de groupe de presse, magazine comme Prisma Media, montée dans le capital du groupe Lagardère, qui est présent dans la presse, dans la radio, dans le commerce en aéroport, dans l'édition. En fait, la première question que j'ai envie de vous poser, Arnaud de Puyfontaine, c'est quelle est cette stratégie derrière toutes ces acquisitions, mais aussi ces désengagements? Est-ce que l'idée, c'est de se recentrer sur quelques activités? Bonjour, merci pour cette question tout à fait simple, parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de faire est le fruit de ce que nous avons annoncé en 2014, très exactement le 24 juin 2014, date à laquelle la gouvernance de Vivendi, la nouvelle gouvernance de Vivendi s'est mise en place. Le 24 juin, un nouveau conseil de surveillance de Vivendi a été constitué avec son président Vincent Bolloré. Et un nouveau directoire s'est constitué et dont j'ai la chance d'avoir eu la présidence depuis cette date. Et nous avons dit ce même jour que notre projet était de faire de Vivendi un groupe français à fort ancrage européen et à ambition mondiale. Et de ce point de vue, d'avoir la capacité de pouvoir se baser sur les différents métiers qui étaient les nôtres à l'époque, les métiers de la com, les métiers sur l'image avec le groupe Canal, la musique avec Universal Music Group, qui étaient les principaux métiers dans lesquels nous étions, et de pouvoir peu à peu construire sur les différentes marques de médias, les différentes formes de médias, un groupe qui puisse atteindre les objectifs stratégiques qui étaient les nôtres. Nous avons aussi dit que la distribution de contenu était éminemment importante parce que même si nous n'étions plus, parce qu'il faut se rappeler l'histoire de Vivendi, qui, après sa première phase, Vivendi a été créé en mai 1998. Ensuite, ça a été la deuxième étape, juillet 2022, après Jean-Marie Messier. Et ça a été une période dans laquelle le groupe avait un pied dans les télécoms. 2002. Vous avez dit 2002, j'ai dit 2022. J'anticipe. Voilà, je vais trop vite. Un pied dans les télécoms. En 2022, il se passera quelque chose, mais on y reviendra peut-être. Donc en 2002, le départ de Jean-Marie Messier, et puis ensuite une période d'un peu plus d'une décennie où il y avait un pied dans les télécoms et un pied dans les médias. Le projet stratégique du groupe à partir de 2014 a été de dire nous sommes un groupe média, nous voulons créer un champion mondial, nous portons les valeurs d'une culture européenne. Et nous voulons créer les conditions qui sont les conditions qui nous permettront de pouvoir exister dans cette extraordinaire reconfiguration du secteur média, et reconfiguration qui a été accélérée par la dimension technologique. Donc même si nous ne sommes pas un opérateur de telco, il est important qu'on prenne effectivement pied dans la distribution, d'où l'acquisition de Dailymotion, d'où les initiatives avec Telecom Italia, les initiatives avec Telefonica et d'autres initiatives que nous avons dans ce domaine pour pouvoir effectivement participer à ce qui est une révolution dans le secteur des médias, c'est de l'impact de la technologie, du mode de consommation et de la façon dont on pense nos métiers, qui sont des métiers de plus en plus one-to-one, parce que le smartphone, c'est un outil de consommation média, c'est comme je le dis, la tour de contrôle de la consommation média, et que de ce point de vue, il faut qu'on puisse effectivement avoir du skin in the game qui nous permette de pouvoir être partie prenante de cette révolution que nous sommes en train de vivre et sur lequel nous voulons tirer avantage de ce qui nous est proposé. Alors, depuis lors, parce qu'aujourd'hui, il y a toute l'actualité que, Didier, tu viens de... On peut se tutoyer ?
Comme vous voulez. Très bien. Donc, Non. mon cher Didier, donc vous, parce que nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années, on C'est s'est vrai. retrouvés grâce à Média en scène, donc merci Média en scène. Mais nous avons depuis lors complété notre gamme d'activités avec effectivement la presse magazine, avec l'édition, avec notre entrée dans le secteur des jeux et avec Gameloft aujourd'hui. Et que le projet est un projet qui est aujourd'hui exactement le même que celui de 2014, si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui nous donnent raison et illustrent le fait que jusqu'à présent, nous avons dit ce que nous souhaitions faire et nous avons fait ce que nous avions annoncé. Donc c'est work in progress, mais l'ambition stratégique du groupe est celle qui existe et qui anime le travail au quotidien de l'ensemble des équipes de Vivendi depuis ce mois de juin 2014. Néanmoins, on a un petit peu de temps. Je voudrais quand même qu'on creuse parce que ce n'est pas par hasard que j'ai démarré par la mise en bourse, l'entrée en bourse d'Universal Music. En 2014, Vivendi, quand il y a eu ce changement de gouvernance, comme l'a expliqué, n'a pas dit on va se désengager d'Universal. Il faut savoir qu'Universal Music, c'est quand même 40% de part de marché sur son secteur de la musique. C'est une croissance de 20% quasiment. Et 20% de profit, pardon. Et puis ça représentait quand même 46% des revenus de Vivendi l'an dernier. Et vous ne gardez que 10% du capital. J'aimerais comprendre, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est une manière de désengager, de sortir du cash pour pouvoir faire d'autres acquisitions? Est-ce que c'est, vous dites que la musique, alors que tout le monde annonce en tout cas des hausses records pour les mois et années qui viennent, pourquoi ce désengagement? D'abord, c'est pas un désengagement. Il y a juste une évolution de notre engagement. Pardon, c'est un aspect sémantique, mais c'est la réalité. Vous gardez 10% du capital. On garde 10%, et puis il s'avère que l'actionnaire, qui est le premier actionnaire du groupe Vivendi, qui est le groupe Bolloré, de facto est aussi un actionnaire d'Universal Music Group. Donc, remettons un petit peu cette évolution, cette nouvelle de l'année du 21 septembre dernier, dans le contexte historique. 2014, et pardon si je fais référence un peu à des éléments d'histoire, mais à l'époque on disait que la musique n'avait pas d'avenir, que c'était gloom and doom et qu'il fallait vendre. Vivendi avait été approché par un groupe qui avait proposé à l'époque une valorisation de 7 milliards, valorisation qui était une valorisation considérée comme importante à l'époque, mais nous avons fait un choix. Et je dis nous, c'est très important parce que c'est l'équipe de management de Vivendi, mais c'est aussi le soutien de son actionnaire de référence, qui était de dire, nous pensons qu'il y a un avenir pour la musique, nous pensons qu'après le downloading, parce qu'il faut regarder ce qu'il en était, à l'époque on voyait les prémices de la régression du downloading avec iTunes, et les débuts qui étaient les débuts de plateformes, qui étaient une plateforme comme Spotify avec Daniel Ek. Et deux choix ont été faits avec l'équipe qui était l'équipe d'Universal, qui était point numéro 1 en 2014, on va investir pour créer les conditions économiques qui permettent d'avoir un écosystème, qui permettent de repartir en croissance, et c'est l'écosystème des plateformes de distribution digitale et le fameux streaming. Et aujourd'hui, Universal Music Group travaille avec 400 acteurs, mais à l'époque, et on se remet encore une fois, il y a 6 ans, il n'y a pas très longtemps, mais à l'époque, il y avait un grand question mark sur la viabilité de ce nouveau système de consommation de la musique. Donc il y a eu un pari stratégique, industriel, économique de pouvoir accompagner cette évolution de la musique. Et la deuxième chose, c'est Universal Music était déjà leader, c'était de pouvoir augmenter les investissements dans ce qui s'appelle dans la musique les A&R, les Artists and Repertoire. Et qu'est-ce que se représente Artists and Repertoire? Ce sont les investissements quasiment de R&D dans l'industrie musicale, c'est de trouver les talents. Si vous regardez ce qui a permis aujourd'hui à une Billie Eilish de pouvoir être une des stars mondiales dans le domaine de la musique, ce sont les investissements et la capacité de pouvoir trouver ces stars. Et l'année dernière, sur les 10 principaux les chanteurs de l'industrie musicale, les 10 étaient Universal Music Group. Et si vous prenez les 10, vous aviez plus de 70% qui étaient effectivement des artistes qui n'étaient pas connus en 2014. Donc c'est toute la logique qui est la logique de développement. Donc il y a un pari industriel qui a été fait. Alors ensuite, réussi, le nombre est réussi. Mais il faut regarder dans le parcours, parce que le nombre de fois où les commentateurs, n'est-ce pas, disaient ça ne marchera jamais, il n'y a pas d'avenir, etc. Nous avons construit peu à peu un succès industriel. Maintenant, ce succès industriel a tellement été frappant qu'on se retrouvait avec une sorte d'hypertrophie de Universal Music Group dans
le projet stratégique qui était le projet stratégique de Vivendi. Et je vous le rappelle, c'est une société qui a un actionnaire de référence, le groupe Bolloré, mais c'est une société cotée, qui est un acteur du CAC 40. Nous avons bon nombre d'actionnaires américains, britanniques, etc. Et vous aviez une sorte de focus exclusif sur la musique, mais qui laissait à côté tous les autres métiers du groupe. Pardon, Canal+ est une formidable maison, un groupe exceptionnel. Havas est un acteur remarquable du secteur de la communication. Et je ne vais pas vous faire la liste de Prévert de l'ensemble de nos activités. Donc vous aviez une valorisation qui était une valorisation d'Universal Music Group, qui était une valorisation qui était quasiment égale à la capitalisation boursière de Vivendi. Pardon d'utiliser ces aspects financiers, mais c'est une réalité. Et donc ce que nous avons décidé de faire quand on a annoncé fin avril 2018, si ma mémoire est bonne, qu'on allait commencer à travailler sur les évolutions possibles du capital d'Universal Music, c'est juste de pouvoir créer une equity story, faisant en sorte qu'on puisse donner à Universal la possibilité de pouvoir accélérer sa croissance, mais aussi de pouvoir séparer partiellement l'arbre de la forêt que cet arbre cachait. Et c'est exactement ce que nous avons développé, avec tout un processus qui a été un petit peu long, qui a été effectivement couronné de succès, et qui fait en sorte que nous avons une participation bien sûr inférieure à celle qui était la nôtre dans Universal Music Group. Nous restons très associés, très proches de la maison, bien sûr, d'un point de vue stratégique et opérationnel. Capitalistiquement, on a donné à la maison la possibilité à la fois d'avoir cet actionnaire qui est Tencent pour l'ouverture à la Chine et toutes les perspectives qu'offre ce formidable pays et cette partie du monde, un actionnaire américain, Bill Ackman, qui donne l'exposition qui est l'exposition américaine, et puis une société cotée à Amsterdam qui effectivement permettent de pouvoir accélérer sa croissance. Et je pense qu'il y a un très bel avenir pour la musique. Donc, pas un désengagement, une nouvelle phase de vie de Vivendi et la capacité de pouvoir, tout en restant très proche de la maison Universal Music Group, nous donner en tant que groupe d'ambition mondiale dans le secteur des médias, la possibilité de nous concentrer et de donner une visibilité qui est une visibilité à l'ensemble de nos activités de notre projet qui était un petit peu cachée parce qu'a représenté le formidable succès de l'Universal. Et donc, ma mission, notre mission et notre détermination dans ce qui est aujourd'hui Vivendi acte 2, si je puis m'exprimer ainsi, enfin c'est troisième chapitre de la vie et acte 2 de ce troisième chapitre, c'est d'avoir la capacité de démontrer dans l'ensemble de nos autres métiers, notre capacité de transformation, parce que c'est bien ce que nous avons piloté, c'est bien ce que nous avons fait avec l'évolution d'Universal Music Group ces dernières années, et de le faire sur l'ensemble des métiers qui composent le groupe aujourd'hui, et tout en créant de la valeur, parce que la valeur permet d'avoir des ressources, les ressources permettent de pouvoir investir, et de pouvoir, dans cette extraordinaire consolidation mondiale dans le secteur de la communication, eh bien pouvoir effectivement avoir la chance de pouvoir être concurrentiel et de pouvoir atteindre les objectifs ambitieux que nous avons d'un point de vue stratégique pour Vivendi, que j'ai décrit au début de notre échange. Alors, aujourd'hui, on voit donc qu'il y a un recentrage sur 3 piliers, on va dire, hein, l'édition, la publicité et les médias, la communication, même au sens large, et les médias, avec de la télé, de la presse, de la production, de la radio. Est-ce qu'il y a pour vous une priorité parmi ces activités où on fait avancer les 3 en même temps ? Il n'y a aucune priorité. On fait avancer les 3 en même temps et avec une vision un peu duale dans le processus. C'est donner à chacun de nos métiers la capacité de pouvoir croître, se développer, s'adapter aux changements et avoir la capacité de les rendre plus forts jour après jour, mois après mois, parce que c'est l'objectif qui est bien évidemment le nôtre, mais aussi créer dans l'ensemble de nos métiers des passerelles qui font en sorte que la somme des différentes parties qui composent le groupe eh bien, le groupe soit supérieur à cette somme individuelle. C'est-à-dire que c'est toutes les initiatives que nous avons et qui font en sorte que quand vous avez un certain nombre de marques, de projets, on puisse faire en sorte que ces marques et ces projets travaillent ensemble. Vous prenez Paddington, par exemple, qui est une des IP que nous avons dans le groupe. Paddington est exposé à la fois à travers Canal+ et tout ce que nous faisons. Paddington 3 a été lancé en production. On a lancé une série de télévision. On a des livres chez Editis. Le Paddington chez Prisma, on n'a pas eu encore l'occasion de le faire parce que Prisma a rejoint le groupe en juin dernier. Mais nous donnerons une visibilité bien évidemment à Paddington et cette capacité de... Vous savez, il faut reprendre un dessin que j'aime beaucoup, que j'ai dans mon bureau, qui est le dessin qui a été fait, je crois, en 1954 par Walt Disney. Je vous recommande le fait de le regarder. C'est un dessin sur lequel vous avez au milieu Mickey Mouse et puis il y a la vision qui était celle de Walt Disney et ce qui a donné en fait
naissance à Disney Company. Et, Un empire. et là-dessus, oui, c'est un empire, c'est un formidable saga, c'est un formidable succès, évidemment. Le fait de dire qu'il y a, et encore une fois, comparaison ne vaut pas raison, mais de se dire que fondamentalement, les valeurs qui ont permis la construction de ce qui est aujourd'hui Disney, si vous regardez ce qu'on est en train de mettre en place, si vous regardez la vision, qui est la vision de l'équipe de Vivendi, de l'ensemble des équipes de Vivendi, partagée avec l'ensemble de nos actionnaires et l'ensemble des stakeholders de la maison, c'est de créer un Disney qui est un Disney européen, pourquoi pas? C'est une bonne illustration. Didier, on va juste, si je peux me permettre de vous voyez, vous tutoyez, je sais pas, Didier. Vous voyez, non. Je vous vois, Didier est très sensible à ça. Ben, voilà. On Donc vous voit, Didier, je me permets de vous voyer pour vous dire qu'il nous reste 3 minutes, c'est l'heure vraiment de poser une petite question au public. Déjà, Didier. non, c'est pas possible. Eh ben oui, le temps passe très vite. Moi, j'avais quand même une question quand même importante, c'est médias en scène. On a médias en scène, on parle de médias. La question aujourd'hui, on le sait au sein du groupe, on parle beaucoup de ce qui se passe dans la télé, de Canal+. Est-ce que Canal+, aujourd'hui, entre Amazon, avec Netflix, etc., quelle est la perspective aujourd'hui pour Canal+? C'est une perspective réjouissante. Car aujourd'hui, le groupe Canal dans son ensemble est un groupe qui associe à la fois les métiers, bien sûr, de la distribution, c'est un broadcaster, des métiers qui sont des métiers de création, c'est tout ce qui est fait dans les différents domaines autour de Canal+, Studio Canal, donc nous sommes des créateurs, et nous sommes aussi des agrégateurs, c'est-à-dire une capacité de donner à nos clients qui sont de plus en plus nombreux. Nous avons plus de 22 millions d'abonnés au sein du groupe Canal+. Maxime Saada a fixé un objectif de plus de 30 millions d'abonnés, objectif 2025. Donc nous sommes dans un agenda qui est un agenda bien sûr d'évolution tout à fait importante du groupe, de positionnement de ce groupe dans cette arrivée de l'OTT, dans un environnement de concurrence qui est un environnement de concurrence qui a été révolutionné ces dernières années, bien évidemment. Et quand je regarde la qualité des équipes, le projet stratégique, les résultats et les opportunités qui sont celles du groupe Canal, à l'étranger, elles sont notoires. Et quand vous regardez nos résultats, ils sont absolument flamboyants dans les différents pays dans lesquels nous évoluons. La partie française, elle est un petit peu plus complexe, parce que la France est un pays formidable, bien évidemment, mais qui a une certaine complexité réglementaire. Et qu'il faut que nous puissions avancer dans cet environnement complexe, mais nous le faisons avec détermination. Et encore une fois, concernant les perspectives du groupe Canal, je suis enthousiaste et partie prenante, bien évidemment, de l'ambition que nous avons tous pour le groupe Vivendi. Je vais laisser Françoise qui va me taper sur les doigts. Oui, c'est déjà un peu tard, Didier, puisque la question, est-ce qu'il y a une question dans le public ? Voilà, pour la première fois, ça m'arrangerait qu'il n'y en ait pas et je vous en remercie. Merci à vous car grâce à vous, vous respectez le format. On le sait, un empire se base sur des contenus. Des contenus, c'est un format et le format qui nous est imparti arrive à sa fin puisqu'il nous reste maintenant 20 secondes. Juste le temps de vous saluer, de vous remercier et vous dire que Média en scène, ça continue avec vous, Didier Siamour. Merci beaucoup. Merci beaucoup.